OK, alors on veut commencer à regarder certains aspects plus pratiques des joints. Donc, on va faire un petit peu une théorie de base pour vous aider à comprendre qu'est-ce qu'on essaye de faire. Dans la théorie de base, on a deux types de joints différents. On a des joints statiques et on a des joints dynamiques. Le joint statique, il va nous demander les mêmes les critères de sélection qu'on a vus au début, donc que je radote souvent, mais qui sont température, pression, fluide, application, ça regarde les joints statiques, puis ça rejoint aussi les joints dynamiques. Les deux couvrent la même chose. Le joint dynamique, c'est un joint sur lequel on a un mouvement relatif par rapport à une surface fixe, comme exemple, notre bon vieux vérin, quand il se met à bouger, quand on a du mouvement, ben là, il y a des joints qui frottent pendant qu'on a une extension ou une rétraction. Ça, c'est un joint dynamique. Alors, entre le joint statique et le joint dynamique, ils ont tous les mêmes critères des 4 points qu'on vient de voir, mais les joints dynamiques, ils ont d'autres problèmes qui sont associés. Et le premier, c'est la friction. Donc, parce qu'on a un roulement d'un joint sur une surface fixe, c'est sûr qu'on va avoir de la friction. Et qui dit friction va dire automatiquement usure. Okay? Plus ça frotte, plus ça use. C'est de la physique de base. Je voudrais vous en dire plus, mais c'est assez logique comme ça. L'autre chose, l'étanchéité. Oui, on vous fait une présentation sur les joints d'étanchéité. Donc, c'est sûr qu'on va avoir de l'étanchéité. Sauf que à cause du déplacement de certaines parties du vérin, il y a des joints qui vont être sujets à avoir quelque chose qui roule dessus ou quelque chose qui roule contre. Ça peut affecter notre étanchéité, qui est un petit peu la raison pourquoi on vend des joints étanches. Alors, on va étudier ça. Le problème d'extrusion, c'est un grand mot. C'est un grand mot pour dire que quand quelque chose est extrudé, c'est quelque chose qui, par la pression, se font sortir par un espace vide en arrière. Dans beaucoup de procédés industriels, l'extrusion, c'est une façon de produire les choses. On produit des barres d'aluminium, on produit du cuivre, du plastique, des caoutchoucs. Sous extrusion, même en pâtisserie, on pousse des pâtes ou des matériaux qui sont à l'état quasiment pâte au travers d'un moule pour lui donner la forme. Le problème de l'extrusion dans notre domaine, c'est que c'est le même procédé. On prend la pression du système, puis on pousse sur des joints, puis les joints, après ça, ils se font pousser à l'extérieur de leur logement. Sauf que c'est pas ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut éviter. Donc, l'extrusion, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème, surtout des joints dynamiques? C'est, si on prend notre fameux vérin, pour pouvoir le faire bouger, c'est sûr que j'ai une certaine clairance entre la tige puis la tête, entre le piston qu'on ne voit pas à l'intérieur et le tube. Mais cette clairance qui peut être 3, 5, 10, 15 millièmes, ça fait du vide. Si j'applique beaucoup de pression du système sur un joint qui est mou, il y a des risques qui essaient de s'infiltrer dans ce passage de 5, 10, 15, 20 millièmes. Et puis après ça, ben, on verra tantôt, mais ça fait une patte, puis après ça, le joint tourne. Puis... Fait que l'extrusion, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, puis c'est pour ça qu'on verra plus tard, mais on a des contre-joints. En anglais, vous allez certainement aimer le terme des backup rings, des joints qui sont des anti-extrusions pour bloquer le passage, pour pas que le joint disparaisse. L'autre chose, des problèmes de stabilité. Stabilité, c'est surtout des problèmes encore. Si on regarde votre auto roule bien parce que les pneus sont ronds. Vous allez dire c'est niaiseux. Et vous auriez raison. Mais c'est rond, oui, ça tourne. Mais si j'utilise un joint de profil rond dans un vérin et une application dynamique, il y a des risques que mon joint à profil rond, il va rouler dans sa rainure avec la friction qui pousse sur un profil qui est rond. Alors, on a des problèmes de stabilité quand notre forme, notre profil de joint ou notre remplissage de la rainure n'est pas suffisant. Le joint tourne sur lui-même, donc le point de contact des lèvres n'est jamais à la même place, ça occasionne des fuites. Donc, OK, on va regarder pour maximiser la performance des joints, comment on fait pour maximiser notre étanchéité. Okay? On a
petite charte ici qui est très de base. Je pense que ça doit être une charte qui date d'au moins 50 ans. Là, fait que vous en faites pas. Là, il y a des choses dans la vie qui durent longtemps. Là. Il y a des peintures au Louvre qui sont là depuis des années, puis le monde va y voir pareil. Fait que ça c'est notre Louvre à nous. Donc, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'il y a des joints à lèvres, puis il y a des joints à compression. On en a parlé un petit peu. Le joint à lèvres qu'on voit ici, encore, c'est très rudimentaire. Là. Ça veut dire que j'ai besoin de la pression pour faire ouvrir ses lèvres. Plus je remplis mon joint en s'en allant jusqu'ici où il est quasiment plein, là j'ai un joint, c'est plus la pression qui agit sur ce joint-là, c'est réellement l'écrasement du bloc de caoutchouc ou d'uréthane qui va aller dans la rainure. C'est quoi la différence pour avoir une bonne étanchéité? Puis on parle toujours d'étanchéité à basse pression. Mais nos problèmes d'étanchéité sont souvent à basse pression parce qu'un joint à lèvres, pour bien fonctionner, ça y prend la pression du système. Si j'ai pas de pression, j'ai pas d'étanchéité. Tandis que lui, ici, qui est un joint à compression, c'est tout simplement par la déformation dans la rainure. Donc, mes fuites, elles arrivent à basse pression. Donc, un joint à lèvres va vous donner un taux de friction minimal. Pourquoi? Parce que tant que j'ai pas de pression appliquée sur le joint, il ne force pas. Donc, s'il y a peu de friction, il y a peu d'usure. S'il y a peu d'usure, ça va me donner quoi? Ça va me donner une mauvaise étanchéité à basse pression. Pourquoi? Parce qu'à basse pression, mon joint, il n'est pas activé. C'est comme un parachute, ça prend une certaine pression d'air pour garder le parachute ouvert. C'est la même chose avec les joints. Contrairement au joint à compression, le joint à compression, parce qu'on l'a forcé de se conformer à une rainure, parce qu'on a rentré un gros bloc de matériel dans une rainure qui est fermée, donc le joint il est trappé dans sa rainure. Donc, ça va me développer beaucoup de friction. Puis ça va me développer beaucoup d'usure. Mon avantage, c'est à basse pression, j'ai une excellente étanchéité. Fait que quel type de joint est meilleur pour régler les problèmes d'étanchéité à basse pression? Ben, ça va être le joint à compression pour l'étanchéité. Mais on a aussi vu que si j'ai une très bonne étanchéité, je vais aussi avoir beaucoup de friction, beaucoup d'usure. Ici, j'ai pas une bonne étanchéité, mais j'ai pas beaucoup de friction et pas beaucoup d'usure. Fait que lequel des deux est meilleur? Ça dépend de ce que vous cherchez. Mais quand on parle d'étanchéité pure et dure, plus je suis capable de déformer un bloc dans sa rainure, le moins il y a de place pour bouger, bien, le mieux il va étancher. Alors ça, c'est une des règles d'étanchéité, mais c'est pas tout dans la vie. C'est comme on l'a dit, une sélection de joints, c'est un compromis. Fait que ce qu'on gagne d'un côté, ici et ici, on le paye là, et vice-versa. Okay? Le défaut que j'ai ici, ben, ce qui me donne, c'est un avantage en étanchéité. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Et c'est pour ça que, si on revient encore à nos premières diapositives, qu'on parlait température, pression, fluide, puis on dit, ah, application, vous voulez faire quoi avec? Qu'est-ce qui est important pour vous? Puis c'est pas moi qui peux le deviner pour vous, c'est vous qui devez me le dire ou au moins le communiquer à quelqu'un. Qu'est-ce que vous attendez comme performance? Mais, la plupart des fuites se produisent à basse pression. La pression augmente le niveau de conformité des joints sur des surfaces dynamiques. Donc tout ce qu'on dit, c'est que à faible pression, j'ai pas grand-chose qui peut activer le joint. Donc, pour ça qu'un joint à lèvres, quand il n'est pas activé, il n'est pas efficace. La pression augmente, donc plus que je mets de pression, que ce soit ou sur celui-là ou sur celui-là, une fois que j'ai mis beaucoup de pression, ils sont à côté dans le fond tous les deux. Fait que ça va bien aller. Les facteurs qui influencent la friction. Fait qu'on a vu que sur des joints à compression, j'ai un taux de friction qui est élevé par la nature de sa forme. Des fois, ça peut être la nature aussi de son matériel, mais en général, on va dire son profil. C'est un profil, comme on a vu tantôt, un profil qui est lourd, qui remplit la rainure. Donc, est-ce qu'on peut travailler sur des choses au niveau de la friction? Donc, ce qu'on a vu,
Tantôt, à droite complètement, là, la compression du joint, ce qu'on a dit en anglais le squeeze. Désolé, on est rendu à quoi maintenant? La loi 85, 96, c'est ça. Donc, voilà, compression du joint, il n'y a pas de squeeze. Alors, plus que vous avez de compression du joint, plus que vous allez avoir de la friction. Ça, c'est une vérité de la palisse. Fini de surface. On parle souvent de fini de surface. Le fini de surface, donc, c'est un petit peu le profil microscopique de votre fini d'un tube d'acier ou d'une tige. C'est le fini de surface, c'est la variance entre le haut des pics et le haut des pics et le fond des vallées sur votre fini de surface. Donc, plus mon fini est rugueux, plus on va avoir de la friction. Jusqu'à un certain point, et si mon fini est miroir, parfaitement miroir, je vais aussi augmenter ma friction parce que dans mon fini de surface, mes aspérités de surface me créent une rétention d'huile, une rétention de fluide. Et quand le joint passe dessus, il se lubrifie sur ce petit film qui se crée à cause de la rétention du fini de surface. Donc, c'est pour ça que dans les finis de surface, dans les manuels, dans les livres, ils donnent souvent un écart. Ça varie d'un manufacturier à l'autre. Ça varie au fil des saisons, des années, et des manufacturiers de tubes, puis des manufacturiers de joints. Mais en général, on va dire, dans du statique, en valeur RA, on va souvent demander de 8 à 16, puis dans le fini dynamique, puis dans le statique, on va demander de 20 à 32. On donne des écarts comme ça parce que, surtout dans le bas, on ne veut pas qu'il soit trop poli. Dans le haut, on ne veut pas qu'il soit trop rugueux. Donc, le fini de surface influence beaucoup la friction, la dureté du joint. Plus un matériel est dur, plus il va demander de la force pour être déplacé, puis ça va créer de la friction, du bruit, etc. La vitesse, chose très intéressante. Une vitesse lente va nous créer plus de friction qu'une vitesse rapide. Pourquoi? Parce qu'une vitesse lente va permettre au joint de réellement tout essuyer sur son passage. Le joint a le temps là j'exagère, mais on parlait de pic et de vallée, là, le joint a le temps de monter en haut d'un pic, puis de descendre en bas de la vallée, puis de continuer, de tout essuyer l'huile ou le fluide lubrifiant. Donc, ce qu'un joint ce qu'un cycle à haute vitesse le fera moins. Donc, souvent, les gens qui voient qu'ils ont des problèmes de friction, puis on regardera ça un petit peu tantôt, là, mais souvent, c'est une question de vitesse. Mais des fois, on ne peut pas changer la vitesse, parce que les vitesses, c'est un cycle qui est important pour l'efficacité de la machine. Donc, après ça, on peut jouer sur les matériaux. On en parlera plus tard. Peut-être. La pression, c'est sûr, plus que je mets de pression du système, plus mon joint est écrasé par la pression dans son logement, plus que j'ai une compression radiale et axiale sur le joint, c'est sûr que plus de pression, plus de friction. On est-tu rendu au bout? Non, lubrification. Ça, c'est une autre chose assez importante, parce que c'est pas tous les fluides hydrauliques qui ont la même viscosité, qui ont la même lubricité. Donc, vous allez voir, souvent, on a des clients qui appellent pour dire « c'est drôle, dans le temps, j'avais pas de problème avec les joints, maintenant, ils font du bruit, comment ça? » Puis, quand on commence à gratter un petit peu sa surface, on voit que le client a changé de fluide pour des questions de prix, pour des questions de disponibilité, pour des questions d'environnement, etc. Alors ça, c'est une chose qu'il faut aussi vérifier. Quand on reste dans les huiles hydrauliques standards, qui ont quand même des assez bons taux de lubricité, quand on tombe dans les mélanges, si vous avez des usines, qui ont des mélanges qui sont à plus haute teneur en eau, ou des fluides un peu moins à base d'huile minérale, des risques
que la lubrification soit moindre. Puis pourquoi la friction, ça nous intéresse? Ben, on a dit tantôt, friction égale usure. L'autre chose, friction égale bruit. Alors, quand les joints deviennent avec une haute teneur en friction, là, souvent, on va l'entendre, il y aura de la vibration, puis la vibration, elle se convertit en bruit. Donc, souvent, les clients disent « Ah, c'est drôle, là, mon cylindre il crie, mon cylindre il vibre. » C'est parce que j'ai trop de friction. Fait qu'est-ce qu'à la place d'un joint purement à compression, on devrait descendre un joint à lèvres? Est-ce qu'on devrait descendre un joint hybride? Est-ce qu'on devrait changer de matériau? On regardera ça. Puis l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, la friction. Quand j'augmente ma friction, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui augmente? Ben, on avait dit friction égale vibration, friction égale bruit, puis friction égale chaleur aussi. On remarque que au niveau friction, souvent au point de contact d'un joint, à cause d'une friction élevée, on peut aller chercher 20 à 25 degrés Celsius de plus de température au point de contact. Fait que si vous utilisez des joints qui sont déjà à la limite de résistance thermique, de résistance au maximum de chaleur, peut-être avoir des problèmes à un moment donné avec des joints qui durcissent à cause de la chaleur. Alors voilà, les facteurs qui influencent la friction. Ah, là on tombe ici à mon... un cheval de bataille, mon cheval ne devait pas être très bon parce que j'ai jamais réussi à être un bon vendeur là-dessus, mais j'y crois fermement. C'est quoi de la déformation rémanente après compression? C'est la fatigue à moyen et long terme d'un matériel, de caoutchouc. En anglais, le terme c'est compression set, voulant dire un set qui est une prise de. Non, le beau terme, j'aime. Quand on dit un DRC, ça, un vendredi soir avec les copains au bistrot, c'est bon dans une conversation. Alors, j'ai fait des études sur la DRC de mon matériel. Oui, donc on dit que c'est une déformation rémanente. Je ne sais pas la différence exacte de M. Larousse entre rémanente et permanente, mais c'est à peu près ça qu'on essaie de dire. Après compression, quand on a écrasé un matériel, on veut savoir à quelle vitesse il revient et à quelle vitesse il va perdre sa résilience, sa capacité de revenir à sa forme originale. Quand j'étais jeune, les gâteaux Duncan Hines, on les aimait bien parce qu'ils disaient qu'ils reprenaient vite leur forme quand on mettait une fourchette dessus. C'est à peu près la même chose. Hein? C'est comme vos vieux coussins dans votre salon qui ont tous perdu leur forme, mais il y a trop de gens qui sont assis dessus. Mais on a ça dans les joints. Puis la déformation rémanente, cette valeur de compression set en anglais, tous les manufacturiers, en général, publient les données de leurs matériaux. Puis qu'est-ce que ça donne, cette valeur? Elle vous dit, finalement, votre joint, est-ce qu'il s'écrase facilement ou est-ce qu'il ne s'écrase pas facilement? Puis il y a des tests ASTM qui vont pouvoir comparer d'un matériel à l'autre. Puis ça n'a rien à voir avec... je reprends. Ça n'a pas beaucoup à voir avec le type de matériel parce que, on parlera peut-être un petit peu plus tard, le matériel, les caoutchoucs, soit caoutchouc uréthane, etc., ce sont des mélanges à gâteau, eux autres aussi. Finalement, on brasse un mélange de caoutchouc, on peut mettre toutes sortes d'additifs dedans. Fait qu'on peut avoir dans une même famille de matériel des joints qui ont une très faible DRC, puis d'autres qui sont utilisés pour d'autres choses qui ont des très hautes DRC. Donc, je continue. Okay. La déformation rémanente après compression. Bon, l'incapacité du joint de reprendre sa forme originale suite à sa mise sous pression. C'est un peu ce qui arrive aux vieilles personnes aussi. L'incapacité de reprendre sa forme, c'est correct ça. Pourquoi je passe beaucoup de temps là-dessus et que c'est un petit peu... un combat personnel contre la moi. C'est parce que ça ne change pas beaucoup le prix d'avoir un bon taux de déformation rémanente. Vous pouvez le magasiner. Comme vous magasinez vos cafés ou votre pain, dépendant de ce que vous aimez. Vous pouvez magasiner des joints qui ont des bonnes tenues au niveau de déformation rémanente. Puis vous ne payerez pas beaucoup plus cher, mais ça va vous garantir que j'ai-tu le temps de visser? Êtes-vous patient avec moi?
pas long. Tiens, vous avez ici un O-ring, un joint torique qui va dans la tête. Si ce joint torique, il fatigue, ben ça va couler par les filets. Mais puis si les vérins coulent par les filets, ben on arrête la machine. Ce joint-là, il vaut pas cher. Il vaut en dessous d'1$. Puis peut-être, là on est en 2022, peut-être en 2023, il va valoir 100$, là, si tous les prix partent en inflation. Mais c'est parce que vous pouvez choisir un bon ring pour qu'il dure longtemps, pas qu'il coule, ou vous pouvez le magasiner tout simplement au niveau générique, l'acheter de n'importe qui, de n'importe quel matériel. Et pourtant, c'est ça qui va faire bien fonctionner votre équipement. Donc, déformation rémanente après compression, c'est très important. C'est ce qui fait la durée de vie de vos joints. Puis, comme je vous dis, les manufacturiers, ils publient les données. Donc, vous pouvez demander à votre interlocuteur quand vous placez une commande chez quelqu'un, quand vous demandez prix et livraison, c'est quoi ton matériel? C'est-tu un bon matériel au niveau des formations rémanentes? Puis, si les gens disent « je ne sais pas de quoi tu parles », ben, vous pouvez leur dire « va faire tes devoirs », mais c'est des données qui sont très importantes. Puis quand ils ne comprennent pas ce que vous avez demandé, dites-le en anglais peut-être « hey, compression set, s'il vous plaît », mais c'est réellement là, très important. Donc, la DRC, elle s'exprime comme un pourcentage. On va faire fi un peu de la formule, mais le petit dessin, vous avez un joint à l'état libre qu'on place en déformation. Et après ça, quand on la relâche après un certain temps, après ça, on compare la mesure de ce qui était à l'état libre, de ce qui était une fois qu'il est usagé. Bon, on va prendre notre mesure de ce qui a été perdu. Donc, la déformation rémanente, le rémanent, c'est ce que le joint a perdu dimensionnellement. Donc, toute cette partie ici qui est perdue, c'est ça de moins que vous avez pour venir faire l'étanchéité entre vos deux surfaces. Donc, le joint va être beaucoup moins utile. Il a perdu sa force. Alors, ça, c'est un petit peu l'importance d'avoir des joints le plus possible qui vont revenir facilement à leur grandeur initiale, à leur hauteur initiale ici. Fait qu'oubliez pas, c'est important. Puis n'oubliez pas que vous pouvez demander à vos interlocuteurs quand vous commandez des pièces, c'est quoi votre meilleur joint dans cette famille-là au niveau DRC? Devrait être capable de vous aider, parce que vous, ça va vous aider, ça va vous permettre d'avoir des joints qui sont efficaces pour plus longtemps. On parlait de fini de surface. Ce qu'on essaie de dire dans le fini de surface sur cette diapositive-là, diapositive, c'est ce cadre, cette image, bref, c'est ça. C'est que, marquez que les profils sont très, très différents. Pourtant, on vous dit tous qu'ils ont 18 micropouces de valeur RA. Tout ce que ça veut dire, le 18, c'est la moyenne sur une section de votre creux le plus profond au pic le plus élevé. Mais c'est sûr que ça ne dit pas toute l'histoire. Là, on rentre un peu dans de la popote maison, là, de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tout ce qu'on veut dire, c'est que la valeur en RA, la valeur quantitative, ça ne vous dit pas tout. Ça veut dire que j'aimerais beaucoup mieux avoir un fini de métal avec des replats un peu partout qu'un fini de métal avec des grands pics comme ça. Pourtant, ils ont les deux la même valeur. Pour les bien connaissants en hydraulique, en général, les finis beaucoup plus acérés comme ça, c'est ce qu'on va retrouver dans des finis qui sont aunés, donc des finis qui sont polis avec des pierres. Quand on va dans du système de brunissage, d'écrasement des filets, les Anglais appellent skive and burnish, on va arriver à RA égale des finis beaucoup plus doux. Fin des émissions. Ça dépend réellement qui est votre fournisseur de métal, puis c'est quoi son procédé. La friction crée de la chaleur, crée de la vibration, crée du bruit, puis ça crée de l'usure. Fait que la friction
On ne dit pas que c'est mauvais d'avoir de la friction. On a dit que la friction, souvent dans nos joints, ça aide à régler nos problèmes d'étanchéité à basse pression. Mais des fois, ça nous cause d'autres problèmes. C'est pour ça que les joints d'étanchéité, je n'ai pas un modèle qui fait tout bien ou juste un modèle pour faire ça, puis un modèle pour faire ça, puis il n'y a rien entre les deux. Souvent, il y a une certaine, c'est un très mauvais français, là, je suis sûr qu'il n'y a pas dans le Larousse, mais une certaine hybridité des joints, qu'on va essayer de choisir une forme qui va faire peut-être deux choses bien ou prendre quelque chose qui fait bien, qui va dégager beaucoup de friction parce que la forme est bonne, mais en modifiant le matériel, on peut baisser notre friction avec le même profil. Fait que c'est juste, c'est pas pour dire que tout est bon, tout est mauvais, que tout est noir ou tout est blanc, mais une fois qu'on a un petit peu une idée de la théorie de base, ben après ça, on peut commencer à choisir, mais ça, c'est les problèmes de friction. Puis, jamais oublier qu'en étanchéité, la pression aide l'étanchéité. Okay? Fait que si des fois, on a des joints qui ont tendance à suinter, souvent, ça peut être deux choses. Ça peut être, je ne peux pas modifier la pression, mais j'ai mis un joint très dur, fait que le joint très dur, je n'ai pas assez de pression pour l'activer. Ou des fois, j'ai tout simplement pas assez de pression du système. Avec ce type de joint, il faut que je trouve quelque chose qui travaille mieux à basse pression. Mais la pression aide d'étanchéité tout le temps. Okay? Puis la plupart des fuites arrivent à basse pression. Puis encore là, vous mettez 10 personnes autour d'une table, puis vous leur demandez, les fuites, là, ça arrive-tu à haute ou à basse pression? Puis 9 sur 10 vont vous dire que ça arrive à haute pression. Non, à haute pression, j'ai de l'extrusion, j'ai le joint qui se fait sortir du logement. Hein? Mes fuites, elles arrivent à basse pression. Pourquoi? Comme on l'a dit tantôt, j'ai pas assez de pression pour activer le joint, pour le déplacer, pour le forcer à travailler sur ses surfaces axiales et radiales pour empêcher les fuites. Okay? Donc, la pression du système, elle augmente la conformité du joint. On a dit un bon joint, c'est un joint qui se conforme aux surfaces. Donc, je me sers de la pression du système pour l'écraser comme il faut dans son logement pour que sa conformité aide à régler mes problèmes d'étanchéité. Pendant une extrusion, donc, on avait dit tantôt, la capacité d'un matériel de traverser un espace vide. Donc, le vide que j'ai, exemple, je prends un piston. Si je veux que ce piston bouge à l'intérieur d'un tube, ben, il faut que mon piston soit plus petit que le tube. Sans ça, ça ne passera pas. Alors, la différence qu'on a entre le diamètre extérieur du piston et le diamètre intérieur du tube dans lequel il est installé, ou on pourrait même, soyons gentils, tant qu'à avoir cette machine, pour pouvoir entrer mon piston, il faut qu'il soit plus petit que le tube. Donc, cet espace vide qui est entre mon extérieur de piston et mon intérieur de tube, s'il est trop grand, puis que je mets de la pression sur mon joint, se peut que le joint, il veut s'infiltrer dans cet espace vide en arrière et qu'il s'extrude. Hein? Et l'extrusion est causée par chasse diamétrale trop grande, donc trop de clairance entre vos pièces, pression du système trop élevée. On avait dit au début, je reviens, souvenez, température, pression, fluide, etc. Oui, celle-là. Dans la pression, on avait dit, allez regarder dans vos livres, ça va vous donner un matériel. C'est quoi sa limite de pression maximale? Mais si on prend un matériel qui ne va pas se rendre à la pression maximale à laquelle vous l'utilisez, vous avez un risque d'extrusion parce que votre pression est trop élevée par rapport à quoi? Par rapport à la dureté de votre matériel. Ou à l'envers de ça, ou votre pression est trop grande, ou ton matériel est trop mou, ou vos clairances sont trop grandes. Puis j'aime ça parce que l'extrusion, si vous pensez à un problème d'extrusion, ne cherchez pas de midi à 14 heures. Il est là, là, ou là. C'est tout. Fait que quand vous voyez des joints qui ont eu la vie dure en extrusion, en voilà un cas typique, on va voir, on a un joint ici, que la pression l'a poussé,
Puis, parce qu'il y avait de l'espace vide en arrière du talon, ben, cette partie du joint a tout tranquillement été s'infiltrer dedans. C'est une belle photo. J'ai rarement vu des joints comme ça après 40 quelques années de service, là, mais il faut croire que ça existe. Ils en ont pris une photo. Vous pouvez les analyser vous autres même, vous pouvez demander à votre conseiller technique, à votre représentant local, à votre ingénieur du coin, de les regarder ensemble. Et souvent, vous allez voir des joints qui ont du matériel qui dépasse comme ça, bien, ça va vous le dire tout de suite. Mais ça ne me dit pas exactement c'est quoi le problème. T'sais, ça peut que j'ai beau. Puis si on regarde l'épaisseur de la patte, ici, on voit qu'il y a énormément d'éclairance pour avoir une patte aussi épaisse. Là, disons qu'il y avait du jeu en masse. Et on aurait pu dire aussi, ouais, mais ce matériel-là, il est super mou. C'est pour ça qu'il a passé tout droit. Ou on pourrait dire, ben, c'est un matériel qui est bon pour 400 bars, puis vous avez monté la machine à 600 bars, puis c'est ça qui arrive. Alors, mais c'est ça. C'est une bonne petite photo de c'est quoi l'extrusion. Causé par la pression du système, le jeu diamétral entre les pièces en mouvement. Je ne pourrais mieux le dire que ça. C'est accentué par le mouvement dynamique. C'est sûr que plus j'ai du mouvement, puis plus que j'ai des courses rapides, plus que je vais accentuer l'effet de l'extrusion. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas. Ça dégage une source de chaleur additionnelle. Pourquoi? Parce que ce matériel-là, il va se coincer. En se coinçant, il me rajoute de la friction. Je pourrais juste dire ça peut-être comme analyse de joints. Des fois, on voit qu'il y a des joints qui ont cuit. Puis, c'est là que des fois, l'analyse devient un petit peu intéressante. Dans ce cas-là, c'est-tu parce que le matériel a eu chaud, parce qu'il ne résistait pas à la température, donc en étant plus mou à cause de la chaleur, il a extrudé, ou c'est-tu parce que le matériel a extrudé puis a dégagé de la chaleur vers après? Lequel? Mais ça vous donne quand même des idées. La chaleur est un facteur qui ajoute au risque de déformation rémanente. Déformation rémanente, dont j'aime beaucoup parler, faut vérifier quand vous regardez des chartes, par exemple, parce que les tests typiques des tests de déformation rémanente, qui sont des tests nord-américains avec des valeurs ASTM, les tests sont toujours faits à une température donnée pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Mais quand j'augmente ma chaleur, quand j'arrive dans les limites maximales de ma chaleur, ben, le risque de déformation rémanente est plus grand. C'est un peu parce qu'il va cuire plus facilement. Le problème de stabilité est causé par le mouvement du joint dans son logement. Quand un joint se met à bouger, ben, si mes lèvres ou mon profil n'est pas parallèle aux surfaces que j'essaie d'étancher, je vais avoir des fuites. Donc, j'essaie de trouver des joints qui n'auront pas une facilité de rouler dans leur logement. Ici, ce qu'on voit ici, c'est quand j'ai de la pression, ben, j'écrase mon joint. OK? Puis ici, ben, j'essaie d'éviter l'extrusion par ici. L'autre problème que j'ai sur un joint qui est ici, ça c'est mon problème de stabilité. En sortant, je sors ma tige, je l'emmène au fond, je rétracte la tige, je le retire par ici. Un joint qui est de forme ronde va avoir tendance à rouler dans sa rainure. C'est un problème de stabilité. Puis quand ça arrive sur des grandes courses, malgré que le joint torique au ring, dans les applications dynamiques, on voit ça de moins en moins, mais c'est un peu quand vous vous amusez avec un élastique, là, à force de le tourner sur lui-même, à un moment donné, il casse. La même chose. Okay? Donc, la stabilité, c'est un joint qui bouge dans son logement. Comment régler le problème? Ben, si on y va sur la physique là, simple et dure, pure et dure, un joint carré sera plus stable qu'un joint rond. C'est pour ça que vos pneus d'auto ne sont pas carrés, à moins qu'ils fassent 30 sous 0, ils commencent à devenir carrés, mais en général, ils sont ronds. Rectangulaire, plus stable que carré. Beaucoup de gens vont voir que, exemple, un joint de piston, un joint de tige typique qu'on peut avoir, on peut souvent l'avoir à différentes hauteurs. On peut l'avoir à
je vais vous le dire en impérial parce que peut-être beaucoup de vous l'achetez encore en impérial. Je peux l'avoir en 1/4 de pouce de haut, je peux l'avoir à 3/8 de pouce, je peux l'avoir à 9/16 de haut, j'ai toutes ces différentes hauteurs. Plus mon joint est rectangulaire, plus qu'il va être stable. Okay? Mais là, vous êtes limité des fois par votre largeur de logement. Des fois, plus j'ai de matériel, plus mon joint est rectangulaire en longueur, peut-être j'aurai un petit peu plus de flexion. Okay? Puis l'autre chose, pour régler le problème de stabilité, c'est de maximiser le remplissage de la rainure. Si j'ai un joint, comme on avait vu les joints à lèvres tantôt, qui ont un gros vide au milieu, ben ils sont faciles. Je ne sais pas si on va être capable de le voir, mais un joint ici, qui a un grand vide à l'intérieur, je suis capable d'écraser facilement. Ben, il aura tendance à être instable parce qu'il n'y a pas de remplissage à l'intérieur. Ça va être facile pour lui de se faire rouler d'un côté ou de l'autre, de perdre le parallélisme de ces deux lèvres par rapport au fond de la rainure puis à la surface dynamique. Là, on a un petit peu le cas de différents scénarios exagérés. Là, on voit typiquement un joint à lèvres. Si je ne suis pas centré, si j'ai une grosse clairance, je vais avoir un risque d'extrusion. Mais, puis ici, si j'ai de l'extrusion, je peux mettre des rondelles d'épaulement, ce qu'on appelle en bon français un backup ring pour tous nos amis bilingues. C'est notre vocabulaire hybride, on en a un aussi. Mais, c'est pour ça aussi, on vous montre un guide, parce que qu'est-ce qui fait le guide? Le guide, il vous permet d'éviter d'avoir de l'excentricité, comme ici, où vous êtes complètement à côté d'un côté, puis vous avez beaucoup de place libre ici. Donc, ça me donne une facilité d'extruder. Là, on centre tout ça. Ça nous aide. Autre point à considérer, vitesse de surface. Donc, la vitesse de surface, on avait dit tantôt, l'avantage d'une grande vitesse, c'est que j'ai moins de friction parce qu'un petit peu mon joint, il roule par-dessus un film d'huile, il roule par-dessus le fini de surface. Puis le joint, il n'a pas le temps de rentrer, comme on dit, dans les vallées, puis par-dessus les pics pour bien tout essuyer. Fait que la vitesse de surface peut causer des problèmes de chaleur parce que là, c'est pas tant la vitesse que la vitesse répétée par le nombre de courses. Fait que plus ma vitesse est grande, si j'ai juste une petite distance à parcourir, c'est moins grave. Mais si j'ai des longues courses avec beaucoup de vitesse, avec beaucoup de répétitions, mais c'est sûr qu'on va avoir de la chaleur. Puis l'autre chose, c'est l'hydroplanage. L'hydroplanage, c'est quoi? C'est quand vous êtes dans votre auto, puis qu'il pleut beaucoup à l'extérieur et que vos pneus sont pas faits pour la grosse pluie. Pas dire que vos pneus sont trop usés, mais ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, avec le temps, c'est que vous ne roulez plus avec votre auto sur l'asphalte, vous ne roulez pas sur la route, vous roulez sur une couche de pluie. Fait qu'à un moment donné, j'ai plus d'attache au sol. J'ai juste de l'attache sur une couche d'eau qui est là, qui part. Donc, votre auto, on perd un peu le contrôle. Sur une tige de vérin, comme celle-là, je peux aussi avoir des problèmes d'hydroplanage. Vous avez un animateur pas très rapide. Ça, c'est l'autre problème. Vous ne le verrez pas. Il va juste falloir que vous me fassiez confiance, n'est-ce pas? Ça, c'est ma tête de cylindre. J'ai un joint ici dedans. Hein? Le joint, ben, il est très important parce que si ce joint-là coule, ben, l'huile sort à l'extérieur du cylindre, puis tout le monde panique. Mes cylindres coulent. Okay? L'hydroplanage, c'est quoi? Quand mes vitesses sont rapides ou que mon joint a peut-être pas la forme maximale de contact des lèvres, c'est qu'à un moment donné, chaque fois que la tige sort et qu'elle rentre,
ben j'ai le même problème que dans l'auto sur la pluie. C'est que mon joint n'arrive pas à casser, à couper ce film d'huile qui se bâtit sur la tige. Donc, ma tige, elle sort du vérin, elle est légèrement humide parce que je n'ai pas bien essuyé, parce que mon joint n'a pas la capacité, comme un bon pneu pluie ou un bon pneu d'hiver sur la neige, de pénétrer au travers de cette couche. Ben, ce qui arrive, c'est que vous vous ramassez avec des tiges qui sont un peu humides. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, ceux de la machinerie qui travaillent dans des conditions sales, ben, toute la saleté se ramasse à l'extérieur du vérin. On rentre la tige. Dans quel sens? Oui, comme ça. On rentre la tige. Bon. Puis les saletés rentrent dans le vérin. Oui, vous allez dire, oui, mais tu sais, j'ai un essuie-tige. Oui, on a des essuie-tiges, mais ça ne veut pas dire qu'on a un essuie-tige qu'on est obligé d'y faire 3 fois le travail que si on l'avait bien fait au début. Fait que c'est très important d'avoir des tiges de vérin qui sortent du vérin et qui sont sèches. Donc, des vérins qui travaillent très vite peuvent me causer des problèmes d'hydroplanage où j'arrive pas à avoir une tige qui est ultra sèche. Puis on l'a vu tantôt sur l'autre application, sur notre friction, puis sur nos vitesses. On dit plus la vitesse est lente, plus c'est facile pour le joint de monter puis descendre les pics puis les vallées du fini de surface. OK, fini de surface. Là, ça devient une question de choix de matériel. Puis, on pourrait en parler des heures, mais le choix de matériel, il s'ajoute avec ce qu'on a parlé de toute la théorie. Donc, joint lèvre, joint compression, forme de lèvre, stabilité, tout ça. Mais en plus, je peux avoir un joint à compression qui me crée beaucoup de friction. Mais hop, je peux choisir un matériel qui va me donner moins de friction. Donc, je garde la belle partie de ce que j'aime, qui est un joint qui étanche très bien à basse pression, mais parce qu'il fait du bruit, parce que le matériel est très collant, très bon, etc., ben peut-être je peux garder exactement le même profil du joint. Tiens. Une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas? Donc, j'ai ce même joint après contrainte, qui est appelé vilainement ici des polypacks, entre autres. Mais je ne fais pas de promotion pour la marque, je vous dis juste que c'est des joints polypacks. Mais il y a un matériel que je peux plier facilement et l'autre qui est exactement le même profil. Puis vous allez dire, je ne suis pas gros, puis je ne suis pas fort, mais il est dur. Fait que celui qui est plus dur, là, c'est sûr que je risque d'avoir plus de problèmes de chaleur parce qu'il est plus dur, etc. Puis mes choix de matériel, lesquels je vais prendre. Ça, c'est une chose. Fait que choix de matériel, souvent pour... Si je prends juste des vulgaires O-ring, là, regardez comme la vie est belle ici. Nous autres, on aime ça, la variété. Pour avoir des joints en fluorocarbone qui sont bruns, puis on peut avoir des joints en néoprène qui sont rouges, puis des joints en EPDM qui sont mauves, puis des joints en nitrite qui sont noirs. On a un choix de matériel, on peut jouer une fois qu'on a décidé c'est quoi la conception, qu'est-ce qu'on essaie de faire. Non seulement on regarde tous nos points qu'on a vus, friction, usure, extrusion, étanchéité, stabilité, puis on peut prendre les bons attributs d'un profil, puis on peut le modifier en allant chercher un matériel qui va pouvoir nous aider à combattre le mauvais côté des choses, comme on a souvent dit. C'est un compromis. Souvent, ce que vous gagnez d'un côté, vous allez le perdre de l'autre. Fait que des fois, on essaie d'aller chercher tout ce qu'on peut dans les gains, puis on regarde les mauvais côtés, puis on regarde si au niveau possiblement matériel ou une autre chose dessus, on ne peut pas compenser pour cette faiblesse. L'autre chose, autre point à considérer afin d'assurer une bonne étanchéité. Tiens, je vais reprendre mon joint orange. Un peu à l'épreuve des balles, c'est un joint qui résiste aux huiles relativement agressives, qui résiste super bien à l'extrusion parce qu'il est dur. C'est un joint, si on regarde, regarde. Friction, elle va être élevée. L'usure va être aussi élevée parce qu'il y a beaucoup de friction. L'étanchéité est excellente. C'est un joint après contrainte.
Résistance à l'extrusion, fantastique. Je ne suis pas capable de le plier moi-même. Là. Stabilité, il est rectangulaire, j'ai pas d'espace vide, très bon. Installation, j'aimerais pas être le pauvre monsieur qui en installe 50 par jour. À la fin, là, il doit avoir mal aux doigts. Il est très, très dur. Ça prend des outils ou une configuration. Fait que l'installation, beaucoup de choses qu'il faut faire attention. Premièrement, la propreté est de mise. Souvent, on voit des joints qui sont brisés. Puis ce qu'on découvre, c'est qu'à l'installation, il y avait des copeaux de métal, il y avait de la saleté, il est rentré de la saleté dans le vérin, il a été mal protégé quand il a été rentré dans l'usine, en tout cas, bref. Protection contre le bris, et souvent vous allez voir quand on doit rentrer, bien sûr. Excusez, en voilà. Pas drôle, hein? Pas manger mes cornflakes ce matin. Enfin, les bris à l'installation. Si vous regardez, j'ai un tube ici qui est fileté à un bout, puis je rentre des joints qui doivent glisser par-dessus les filets. Là, vous allez dire, facile, petit vérin, bon, ben, il y a de la résistance. Il y a de la résistance quand je passe par-dessus les filets. Mais si je ne fais pas attention, je vais endommager les lèvres de mon joint en passant par-dessus les filets. Là, il faut les protéger contre le bris. Tu sais, il y a beaucoup de clients qui vont se mettre de la petite tôle de laiton là, pour aller par-dessus ce qu'on appelle en anglais du shim stock. Il y en a d'autres qui vont se faire tout simplement des petits entonnoirs en 2 morceaux pour aider à glisser la pièce. Utilisation de lubrifiant, on disait quand on était jeune, mettez-en, c'est pas de longueur, là. C'est, si vous êtes capable, beaucoup de lubrifiant à aider les pièces à glisser. Des chanfreins, le chanfrein, c'est encore cette valeur, j'aimerais que vous soyez là pour voir, mais ici, j'ai un gros chanfrein pour guider le joint, pour lui donner un genre de rampe de lancement pour la mettre dans le tube. Puis ça encore, si vous ne savez pas comment usiner les chanfreins, l'angle, la longueur, etc., on a des chartes pour vous offrir ce service-là. Les apports de chaleur, il y a des gens qui aiment chauffer leurs joints avant de les installer. Je ne critiquerai pas cette façon de le faire, elle est recommandable avec certains matériaux. C'est OK? Mais c'est l'installation. L'installation est clé. Souvent, on voit des pièces qui sortent, puis on voit qu'elles ont été endommagées à l'installation. L'autre chose aussi, c'est quand on parle des lubrifiants, puis on parle beaucoup de fluides. L'autre chose qu'on remarque aussi, c'est que même les huiles de commerce, vous achetez de l'huile hydraulique directement du manufacturier dans des barils scellés. Ben, cette huile-là, souvent, elle comporte quand même des contaminants. On suggère beaucoup aux manufacturiers qui remplissent des réservoirs de machines de refiltrer leur huile, même si elle est flambant neuve. Fait que, parce que ces contaminants peuvent se prendre entre les joints, les endommager. OK? Autre point à considérer. OK? Donc, on a regardé les vitesses, on a regardé les finis de surface, regardé l'installation, géométrie de la lèvre. J'ai différentes géométries. J'ai des coupes droites, j'ai des lèvres arrondies, des lèvres biseautées. Puis ils ont tous une grande influence. Ben, ouais, une grande influence. Pour bien des gens, ils disent, ah, c'est tout pareil, mais quand on regarde en détail, tiens, on va regarder ici, j'avance un peu. Un point de contact de lèvre. Puis ça, c'est important. On avait parlé d'une lèvre arrondie, on avait parlé d'une coupe droite, on avait parlé d'une coupe biseautée, puis d'une coupe carrée. Ce sont toutes des choses qu'on... Ici, on a le cas typique d'un segment qui est une coupe parfaitement carrée comme ça. On a
On a des joints, comme ce beau joint mauve ici, qui est une surface complètement plate avec un biseau, là. Donc c'est la coupe droite, qui est genre ce que vous avez dans votre auto pour les 11 mois d'hiver qu'on a ici, là, pour gratter vos vitres. On a les lèvres biseautées, que si vous connaissez un petit peu les joints, il y en a souvent qui disent « Ah, on veut une lèvre type B. » B pour biseauté, il faut croire. Why not? Okay? Comme ça. Puis, il y a encore notre lèvre arrondie. Okay? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche plusieurs choses. Puis encore, ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas capable absolument de trouver ça, qu'il n'y a rien d'autre qui peut faire. Mais tout ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients à ce type de forme de lèvre. Exemple, on a dit qu'on a une capacité de briser un film d'huile. Ça veut dire, je veux une forme de lèvre qui est réellement capable de m'assécher, de m'essuyer, de me racler mes lèvres complètement d'huile en pensant que j'ai du fluide. Puis c'est parce que c'est pas juste du fluide en hydraulique souvent. C'est quand on tombe dans les huiles, c'est tu as le volume de liquide, mais tu as la viscosité du liquide. Puis c'est quoi la viscosité d'un liquide? La viscosité, c'est la capacité d'une molécule d'eau ou de fluide de s'accrocher à l'autre. Comme exemple, de l'eau pure, il n'a pas de viscosité. Hein? Tandis que de l'huile, des fois, juste à faire la vaisselle à la maison, qu'est-ce qui arrive quand on essaye de laver de la vaisselle qui est moindrement grasse? Bien, il faut qu'on essaye de couper cette viscosité. C'est pour ça que les gens utilisent des savons. On brise la tension de surface, là. Mais on ne peut pas mettre du savon dans nos vérins. Fait qu'on essaie de mettre des bons joints. Bon, capacité. Donc, on voit ici, puis si on voit sur les petites lignes noires, vont nous donner la distribution des forces du joint une fois installé. Et on voit qu'ici, en très élevé, ce qu'on cherche, c'est parce qu'on concentre toute notre force sur une petite surface. Okay? C'est le pourquoi que sur une piste de danse dans un hôtel, ça existe encore des pistes de danse dans les hôtels, je ne sais pas. Retourner il y a 50 ans, ça existait. Les planchers sont souvent marqués, des petits points. Le bois franc, il est marqué partout. Nous parlions de planchers de bois franc qui sont marqués par finalement le talon haut et il le distribue très mal ou très bien ses forces dépendant de ce qu'on essaie de faire. Pour marquer un plancher, on les distribue très bien. On les distribue sur la plus petite surface possible. Tandis que si à la place de talon haut, on avait mis une paire d'espadrilles, on ne pourrait pas le marquer parce que le même poids est distribué sur une beaucoup plus grande surface. Pour briser un film d'huile, on veut, comme on dit tantôt, on veut être capable d'avoir toute ma force sur une toute petite surface pour passer au travers de ce film d'huile. Alors, on a le choix ici. Mais si on veut réellement capacité de briser un film d'huile, ben on a un profil, c'est la lèvre biseautée. Okay? Puis, la tendance à l'hydroplanage là, est aussi basse parce qu'on ne peut pas hydroplaner parce qu'avec ça, on coupe au travers de la surface. Hein? Sauf que on a aussi un problème de contaminants souvent. On veut pas... Il y aura toujours des contaminants dans un système. Même avec les systèmes de filtration les meilleurs, il y aura toujours un risque d'avoir quelque chose qui brise ou une importation de saleté de l'extérieur ou quoi que ce soit. Là, on essaye de faire comme on fait avec notre grattoir à glace en hiver. On essaye de pousser la saleté plus loin, pas qu'elle se coince. Donc, si je regarde ma très bonne capacité de briser un film d'huile, si j'ai un contaminant qui est dans ce coin-ci puis qui est poussé par la pression, c'est pas une très bonne forme parce que ça y va venir se coincer dans cette espèce d'entonnoir ici. J'aime bien mieux avoir une lèvre droite, comme ici, où ça va rester sur le dessus, ou comme ici, et non comme ici, où ça peut se prendre. Fait qu'exclusion des contaminants, là, OK, c'est une très bonne exclusion des contaminants. Le très élevé ne veut pas dire
que ça va trapper beaucoup de contact, ça veut dire que ça va les exclure. Okay? Tendance à l'hydroplanage, on l'a vu, ces deux. Okay? Puis là, vous voyez les utilisations typiques. Ben, un joint à lèvres pneumatique, okay? Tu veux souvent avoir des lèvres un peu arrondies, parce que la lèvre arrondie, elle permet que la lèvre arrondie glisse par-dessus le fini de surface avec l'huile. Parce que dans le vérin pneumatique, souvent, vous n'êtes pas dans un bassin d'huile. Vous allez être soit dans une vapeur d'huile qui va être envoyée par les systèmes de lubrification, par vos FRL, ou vous aurez tout simplement des boules de graisse qui vont être installées au début puis qui vont aller couvrir le dessus. Donc, tu sais, les joints à lèvres, ils aiment ça un peu une rondeur pour pas qu'on arrache tout du premier coup. C'est sûr que l'utilisation typique pour la lèvre droite, c'est les essuie-tiges, les joints de piston, parce que dans les deux cas, on veut réellement racler les saletés qui se promènent. Il y en a qui vont dire, oui, mais le joint de piston, il faut qu'il étanche. Oui, mais si l'intérieur du tube reste humide, on s'en fiche tant que l'huile ne sort pas. Si on regarde un joint de tige, ben oui, le joint de tige, on veut justement, on en a parlé, on veut avoir cette capacité de venir briser notre film d'huile avec une très petite, un très petit profil de contact ici. Okay? Puis les joints de piston, ben souvent c'est des joints rectangulaires ou des joints plats parce qu'on veut une douceur de roulement, tout simplement. Puis on ne cherche pas justement à briser le film d'huile. Fait que point de contact de la lèvre, là, c'est quand même des atouts, c'est quand même des choses qu'on peut regarder. Puis ça ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais prendre ça pour mettre sur un joint de tige ou vice-versa, mais de façon optimale. Ils ont toutes des formes pour bien faire le travail, pour optimiser la performance du joint. On va revenir en arrière un petit peu, parce que j'ai avancé pour arriver à ce petit diagramme. Soyez patients. On va revenir en arrière. Donc, on avait parlé de la géométrie de la lèvre. Okay. Compatibilité des fluides. Tout ce qu'on essaye de dire, c'est que faut vérifier si tel fluide est compatible avec tel caoutchouc. Je ne sais pas si j'ai le temps de demander à mes régisseurs si j'ai le temps de sortir mes fourchettes. Ça, c'est ma cuisine. Je vais vous montrer comment on fait de la soupe. Dans cette boîte de conserve ici, j'ai mis des petits joints. J'ai mis un petit joint mauve de cette grandeur-là. Je ne sais pas si on verra bien la couleur. Et un petit joint brun qui est ici. Le joint brun est en fluorocarbone. Le joint mauve est en éthylène-propylène, connu comme le PDM. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que je les ai mis dans un solvant polaire qui s'appelle le méthyléthylcétone du MEK, qu'on va retrouver facilement dans les ateliers de peinture quand ils doivent nettoyer. Nous, il est utilisé au niveau de l'étanchéité quand on moule ou quand on colle des caoutchoucs. Le méthyléthylcétone est assez agressif sur les restants de caoutchouc, sur les moules, pour les rendre bien propres. Alors, là, je fais un petit peu de cuisine interne, pas toujours très habile, là. Et ça doit venir du colonel. Du colonel ou de chez Subway? En tout cas, on va sortir les deux joints ici. Cette valeur que à la caméra, on ne peut pas prendre des odeurs. C'est réellement exquis comme odeur, fantastique. Et, fait que si je fais l'avant et l'après, on va les mettre sur des petites napkins. Donc, je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais j'ai deux joints qui étaient à l'état naturel il y a quoi, une heure et demie à peu près. Puis en une heure et demie, dans le solvant polaire qui est le MEK, je viens juste de les sortir. OK? Vous regardez la différence de grosseur, là. Le joint en fluorocarbone, que les gens
achètent habituellement parce qu'ils disent « Oh, du fluorocarbone, c'est le meilleur matériel. » Ouais, ben pas là-dedans. C'est pour ça que c'est très important en compatibilité de fluide de bien savoir c'est quoi vos produits, puis pas de vous gêner, soit d'aller sur les sites du manufacturier, soit d'appeler votre fournisseur en y expliquant qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous faites, compatibilité des fluides. Si à un moment donné, là, ça vous prend ça pour bien étancher, puis après 1 heure en service dans l'unité, il est rendu gros comme ça, il va y avoir des problèmes. C'est qu'il dit, il va y avoir des frais, en tout cas, quelque chose comme ça. Bon, merci pour le colonel et ses fourchettes. Donc, nous continuons. Sélection d'un joint. Alors, si on fait une petite récapitulation, le profil. Donc, on a vu dans les profils, on peut voir qu'on a des joints à lèvres, puis on a des joints à compression. On avait vu qu'on peut modifier le profil pour avoir des lèvres qui vont vous donner beaucoup de flexibilité, où on peut remplir notre matériel jusqu'à avoir de la pré-contrainte complète. On avait vu, on a des joints très flexibles, puis on a des joints qui sont complètement remplis. Okay? Pensez au profil du joint. Okay? Choisir le bon matériel. Le bon matériel, c'est une question de se servir de ses chartes. Vous remarquez, dans la plupart des cas, les 45 secondes. Capacité d'utiliser le logement d'origine. Souvent, vous allez ouvrir un vérin quelconque, puis le joint qui est là, le manufacturier a fait faillite il y a 25 ans, le vérin il est vieux de 40 ans, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Puis l'application est un petit peu sévère, fait que, ah oui, j'ai regardé, là, Sealing Solutions, là, il a fait un séminaire là, sur les joints, fait qu'il me dit, ben, tu sais, ça prend telle forme, puis tel matériel, puis ci, puis c'est ça. Puis là, vous regardez dans vos livres, ben, ça n'existe plus. C'est un modèle qui a été discontinué. Le manufacturier qui avait le moule pour le faire, les moules sont cassés. Fait que jadis, ça devenait important, la capacité d'utiliser le logement d'origine. Donc, il faut être capable de demander si on a un joint qui va rentrer dans ce logement-là. On retourne peut-être il y a 10-15 ans. C'est peut-être un petit peu plus vieux que ça, mais disons la prolifération de ces machines-là. Beaucoup de fournisseurs de joints ont des machines, des tours numériques, qui sont capables de faire des joints sur mesure dans un temps relativement rapide, dans à peu près n'importe quel matériel. Donc, la capacité d'utiliser le logement d'origine en général, maintenant, il n'y a plus aucune raison que ce ne soit pas facile de trouver un joint qui va faire. C'est pas comme dans le temps où on n'a aucun joint dans notre offre de produits en distribution qui rencontre ces logements. Non, on n'a aucun dans le catalogue, mais on peut les faire sur mesure. Fait que quand même vérifier, pour être sûr que le joint que vous cherchez est capable de rentrer là, que vous ne soyez pas obligé de modifier le métal, modifier les logements. C'est toujours moins cher le joint coûtera toujours moins cher que de modifier la quincaillerie au complet. Okay? Besoins spéciaux. Tout ça, c'est comme au restaurant. Hein? Il y a des demandes, bio, vegan, sans gluten, pas de viande rouge, pas de porc, pas de... Tout le monde a ses demandes spéciales. Dans les joints, ça rencontre une spécification militaire, c'est-tu approuvé alimentaire, c'est-tu basse friction, c'est-tu... fait que les besoins spéciaux, là, ça devient une question qu'on a vue au début. Température, fluide, pression, puis application. Votre client, il vous demande quoi? Puis c'est de comprendre, il y a quelque chose de spécial là-dedans. C'est quelque chose qui explique pourquoi ça ne durerait pas si longtemps. Je ne sais pas si mes régisseurs me disent que j'ai le droit à une petite anecdote. Une petite anecdote pour ceux qui aiment les grignotons. On a un matériel haute performance ici qui va dans des vérins qui sont utilisés beaucoup dans le camion à vidange. Parce que le camion à vidange, ça travaille très très fort
Et puis plus on descend au sud de l'Amérique du Nord, donc dans le fin fond des États-Unis, il fait chaud. Il fait chaud, puis je vous avais dit, souvent la friction, point de contact, on rajoute des degrés. Tu sais qu'on a un client qui dit, tiens, il est bon, il marche partout, mais il ne marche pas à une place chez un client. Il dit, les joints, ils se défont. Est-ce qu'on peut aller voir ça? Fait que le représentant de notre manufacturier est allé faire un tour, puis ils ont commencé à regarder cause et effet. Puis une des choses qu'ils ont vues, c'est que finalement, ce qui ne fonctionne pas, c'est toujours les deux mêmes camions qui reviennent avec des problèmes des joints là, qui ne fonctionnent pas. Fait qu'à un moment donné, ils ont décidé que le représentant du manufacturier allait embarquer dans le camion de vidange pour faire, excusez le terme en bas français, la run, pardon, le parcours. Le parcours. Et à un moment donné, ils ont suivi ça et ils ont découvert, pour ceux qui aiment les grignotons, qu'un arrêt de sac de vidange à l'usine de croustilles, c'est pas correct de dire le nom, mais une compagnie qui fait des croustilles, et c'était la poudre de barbecue qui va sur les chips barbecue, ça passe au travers de ces joints-là. Alors, tu sais, des fois, des besoins spéciaux, là, j'espère que j'ai pas coupé votre appétit, là. Mais c'est ça. Et des besoins spéciaux, tu sais, il y en a qui disent, on a des produits qui sont ultra corrosifs, qui vont arriver chez un client, mais pas chez les autres. On peut-tu modifier une trousse pour un client, pour une application? Tu sais, ce ne sera peut-être pas de la poudre barbecue, mais ce sera peut-être dans une usine nucléaire. La radiation cause beaucoup de problèmes sur mon item préféré, la déformation rémanente. La radiation, ça aplatit les joints en service. Fait que tout le monde a des applications un petit peu spéciales. C'est important de ne pas vous gêner à poser des questions à votre client, à votre utilisateur, pour essayer d'avoir une autre chose. Prix et livraison, bien comme, c'est pas grave, n'est-ce pas? Ça coûte pas cher. Mais les joints d'étanchéité, en général, sur une reconstruction, une fabrication de vérin, c'est à peu près 5% du total de la facture, quand on rajoute, tu sais, l'acier, le machinage, la main-d'œuvre, le reste qui va avec. Fait que c'est plate d'avoir des bris prématurés pour une composante qui ne coûte que 5% max du total de l'enveloppe. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de vous donner des petits points, des choses à poser. Il n'y a rien de plus frustrant de ne pas être capable d'avoir quelque chose qui marche parce qu'on a essayé de couper des scènes où on n'a pas pensé poser les bonnes questions sur une pièce de très faible valeur. Donc, on a vu nos profils. Questions? Joint à lèvres, joint à compression. Point de contact à lèvres, on a vu que, dépendant de ce qu'on veut faire avec, c'est comme quel pneu d'hiver vous allez mettre sur votre voiture ou quel pneu d'été vous voulez mettre. T'sais, point de contact de la lèvre sur vos pneus, point de contact sur mes joints. Même système. Puis, on peut parler de matériel un petit peu. Quand on parle de matériel, on veut savoir, c'est quoi la performance requise? Performance en compatibilité des fluides, la performance en longévité. La longévité, ça peut être la résistance à l'abrasion si on a un petit peu des saletés. Ça peut être, mon préféré, la déformation rémanente après compression. Il y a des joints qui durent longtemps. Les écarts de température. Pas oublier que, dépendant où vous habitez, tout le monde dit « Ouais, mais il fait chaud. » Ouais, mais moi où j'habite, là, il fait froid aussi. Fait que pensez à tout ça. Fait que réellement, bien analyser là, votre matériel. Qu'est-ce que vous attendez à faire? Est-ce que vous êtes dans une utilisation où, à tous les étés, pendant la période estivale, pendant les vacances, tous les vérins vont être ouverts puis ils vont être repactés à neuf? Ou une fois qu'ils sont fermés, vous espérez que ça va durer 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans comme en hydroélectricité? Fait que le matériel, on choisit le matériel selon la performance. Les paramètres d'étanchéité désirés, donc, c'est quoi le paramètre? Est-ce qu'on veut un joint qui a peu de friction, peu d'usure, puis
puis pas une très bonne étanchéité à basse pression, ou on veut le contraire? Paramètre d'étanchéité, j'ai besoin de ma friction, j'ai besoin de mon étanchéité, donc ça ne me dérange pas d'avoir beaucoup de friction, beaucoup d'usure, mais c'est pas le manufacturier qui a décidé celui-là, c'est l'utilisateur qui décide. Que je connaisse depuis longtemps, c'était quoi l'expression? Il faudrait changer le disque des fois. Oui, je sais, je me répète. Mais le bon élastomère, c'est un mélange. C'est un mélange comme un gâteau, comme une pâte à biscuits. Si vous aimez vos biscuits très chocolatés, ben, vous rajouterez du cacao, vous rajouterez des brisures de chocolat. Si vous êtes intolérant au gluten, ben, vous mettrez de la farine de riz à la place de la farine de bleu. Qu'est-ce qui fait un bon élastomère? On a un choix d'avoir toutes sortes de mélanges. Je prends l'exemple de la compagnie Parker, pas parce que j'en fais la publicité, mais c'est bon. Ils font des nitriles, qui est un des matériaux les plus communs qu'on vend, là. Le nitrile, aussi connu comme le bunoène, nos bons vieux O-ring noirs qu'on voit tout partout. Ben, je pense qu'en nitrile, Parker doit avoir quoi? 500, 600 recettes. Puis ils rajoutent ci, ils rajoutent ça. Ils veulent le O-ring plus sucré, ils vont mettre plus de sucre, ils veulent le O-ring diète là, pour pas créer de l'obésité. On a le choix. Fait que c'est juste ça. Qu'est-ce qui fait un bon matériel? Un bon matériel, il y a tellement de choix sur le marché. Qu'est-ce qui fait un bon matériel? Ça va être l'information qu'on reçoit de l'utilisateur pour faire le bon choix dans la performance que le client s'attend d'avoir avec le joint. Alors, moi je dis toujours, ah oui, mais qu'est-ce qu'un bon matériel? L'autre jour, on m'a posé une bonne question, qui est exactement qu'est-ce qui fait un bon matériel? La semaine dernière, on m'a demandé qu'est-ce qui fait un bon espresso? Puis moi, j'en bois beaucoup. J'ai donné quelques conseils, puis après ça, on voudrait comparer, dis-moi où c'est que je peux acheter un mauvais espresso. Ben, je ne peux pas dire bon ou mauvais, ça dépend de tes goûts. Ben, les joints, qu'est-ce qui fait un bon matériel? Il dure longtemps, pas longtemps. Si vous avez un cycle, un vérin qui va durer, vous le gardez pour une saison, puis vous jetez le vérin après, on va l'acheter sur le prix, on va l'acheter sur la disponibilité. Si vous n'avez pas le droit d'avoir une goutte qui fuit du vérin, ça se peut qu'il y ait beaucoup de friction. Là, on va mettre toutes les chances de notre côté. Les paramètres, qu'est-ce qui fait un bon matériel? C'est la bonne recommandation quand on a reçu la bonne information de l'autre côté. Coût réel d'un joint, combien ça coûte? OK, ça coûte 4 piastres. Non, je ne vous le vends pas assez cher. Laisse l'argent sur la table. 20 piastres. Qui dit mieux? Faire une enchère. Mettre ça sur eBay. OK? Coût de préparation. Quand on parle de préparation, j'ai un joint qui ne dure pas longtemps, donc il faut refaire. La préparation, c'est quoi? C'est de redéfaire le vérin, c'est de l'enlever sous la machine. Ce vérin-là, je me pense bien fort, là, je suis capable. Mais la plupart des vérins là, que je vois, là, la plupart des grandeurs des pièces qu'on fournit, c'est. Si j'ai un joint de tige de cette grosseur-là, ça veut dire que le joint de piston va être peut-être, je sais pas, 25 mm de plus. Là. Je ne suis pas sûr que ce vérin-là, je suis capable de le lever. Donc, la préparation, il faut aller chercher une grue, il faut aller chercher un palan, il faut aller le faire, louer une machine, ci, ça. Bon. OK. Coût d'installation, une fois qu'il est défait, une fois qu'il est défait, merci, c'est beau. L'installation, ça me prend des mécanos qui vont défaire, puis qui vont poser les joints, qui vont les placer dedans, qui vont fermer l'unité, qui vont la tester pour être sûr que tout fonctionne. J'ai un coût d'installation. J'ai un coût de garantie. Si ça n'a pas marché le premier coup, ben, tu le reprends une deuxième fois. Sauf la deuxième fois, tu ne le factures pas. Mais tu as les mêmes dépenses, mais tu n'as pas de revenus pour. Fait qu'un coût de garantie, ça coûte cher. Coût de remplacement. Donc, souvent, dans un coût de garantie, tu vas remplacer tes pièces. Exemple,
je remplace mes joints, donc j'en achète une deuxième trousse, mais il y a peut-être, sur une job de garantie, il y aura peut-être des pièces qui ne sont pas nécessairement usées, mais tant qu'à ouvrir le vérin, vous allez les changer pareil, vous n'étiez pas obligé. Fait que, là, on a regardé nos joints ici, il y en a un joint qui a gonflé, là, qui n'a pas fait le travail, mais parce que je suis obligé d'aller changer ce joint-là, je vais peut-être changer la trousse de joint complète, je vais peut-être changer, tant qu'à l'avoir, je vais changer les bacs de retenue, je vais changer les coussinets, je vais changer voyons, les spherical bearings, là, les rotules. Donc, tu sais, puis vous allez toutes les changer parce que tant qu'avoir le vérin là, puis l'ouvrir, ben, on va tout remettre à neuf. Ben, il y a un coût à ça. Ouais. Coût d'arrêt de l'équipement. Coût d'arrêt d'équipement, c'est. On sait combien ça se loue à l'heure de la machinerie industrielle. Des fois, on loue des machines, c'est 800 de l'heure. Ben, 800 de l'heure, là, si votre machine est à l'atelier de réparation pendant 3 jours, là, fait beaucoup d'heures qui ne sont pas facturées. Fait que, le coût initial du joint, là, on prend celui-là, qui était 4, qui était rendu 10 qui est rendu 20 je pense, en surenchère, mais il ne coûte rien par rapport à tout ça. Puis l'autre chose surtout qui va arriver, puis c'est un travail qui est bien fait, un travail qui fonctionne, un travail qui donne satisfaction. C'est parce qu'à un moment donné, ça vous donne une relation d'affaires avec votre client. Quand je vais chez Atelier XYZ, j'y envoie un vérin, ils mettent les bons joints dedans, il est testé, il fonctionne bien, les joints durent longtemps. Tu sais, à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais je ne fais pas beaucoup d'argent parce qu'ils ne reviennent jamais pour réparer d'autres choses. » Non, mais votre réputation est là, est bonne. Puis vous aider sur la réputation, c'est juste une question de regarder tous nos paramètres dont on a parlé tantôt. Quand on est mal pris, réexaminer le processus de sélection du joint. Si vous n'êtes pas sûr, on pose des questions. Je sais qu'il y en a qui disent, écoute, y a-tu l'Alzheimer? C'est fatigant, ils reposent les mêmes questions. Des fois, on veut juste être sûr qu'on a bien compris. Réexaminer le système au complet. Est-ce que quand le vérin a été apporté chez vous, il a bien bouché les entrées d'huile ou il est rentré, puis, ou bien non, il a oublié de les boucher, puis il y avait une tempête de sable dehors, puis ça s'est rempli de sable. Il faut tout regarder ce qui entoure. Là. Des fois, c'est facile. Ah, le joint, il coule. C'est le joint, les joints ne sont pas bons. Ça, c'est assez simpliste. Il faut tout regarder. Les joints défectueux, on l'avait dit tantôt. S'il y avait des joints qui sont défectueux, gênez-vous pas de garder les vieilles pièces. Les vieilles pièces, souvent, là, elle ne parle pas, mais elle dit quelque chose. C'est du langage non-verbal, tiens. On a vu la patte tantôt, là. Ah, ben ça, c'est de l'extrusion. Bon, ben, ça vous dit quelque chose. Vous prenez une pièce, puis vous la mettez à la lumière, puis ça scintille partout, parce que c'est tout plein de morceaux de métal dedans. Ce n'est pas nécessairement la faute du joint. Il y a peut-être un problème là, ailleurs où il rentre, où il y a une pièce qui a cassé, ou quelque chose. Demandez de l'aide qualifiée. On va tourner de là-bas. L'utilisateur final, à un bout, il peut demander à son atelier de réparation. Son atelier de réparation, il peut demander à son manufacturier d'équipement. Le manufacturier d'équipement peut appeler à son fournisseur à lui, qui peut demander à son manufacturier qui a conçu la pièce. Disons, on peut remonter la chaîne, mais il faut... de 5 cents, il peut coûter cher s'il est mal choisi. Fait que pour pas avoir peur, l'installation, vérifiez les points suivants. La dureté, je reviens sur mon bon vieux, il y a des joints qui sont pliables, là, comme ça, puis il y a des joints qui sont, je dirais pas impossibles à plier, mais difficiles à plier. Fait que des fois, là, la dureté du joint, des fois, on n'est pas obligé de les mettre si durs que ça. On dit souvent dans notre petit patois que plus fort, ça casse pas. Plus fort, ça casse pas, mais des fois, plus fort, ça me crée des problèmes. Donc, on vérifie nos duretés, on vérifie la configuration du joint. Il y a des fois des joints qui sont difficiles à passer parce qu'ils doivent passer par-dessus des filets. Des fois, on peut trouver une forme de lèvre
ou une façon haute de les installer là, pour aider à la configuration du joint. Puis il ne faut pas oublier dans la configuration aussi, est-ce que j'ai une lèvre arrondie qui ne va pas essuyer mon film d'huile? Est-ce que j'ai besoin d'une lèvre droite qui va bien racler? Est-ce que j'ai besoin d'une lèvre comme ça à double biseau qui va concentrer toute ma force sur un point pour bien briser mon film d'huile? On a le choix. Mais l'installation, souvent, un joint avec une lèvre à double biseau, elle sera plus facile à installer parce que cette lèvre à double biseau, elle va glisser sur les chanfreins. Un O-ring, il va glisser plus facilement parce qu'il est arrondi. Fait que pour l'installation, vous avez des choix de configuration. Dimension du métal. Des fois, on avait parlé des chanfreins d'installation. Des fois, sur votre métal, là, tout ce que ça prendrait, c'est de faciliter l'espèce de jeu d'entonnoir ici, ce qu'on appelle le chanfrein, l'espèce de tremplin pour que vos joints embarquent bien. Il faut vérifier, d'être sûr que... Des fois, il n'y a pas de chanfrein. Puis quand le client vient pour installer son piston dans le tube, ben, ça accroche. Puis force, pousse, puis c'est le joint qui est endommagé. Le design du cylindre, on aurait pu dire au fond sur la conception aussi, mais exemple, des fois ces têtes de cylindre, quand on doit venir rentrer un joint dans un petit trou, c'est compliqué à plier. Ben, il y a des clients qui préfèrent avoir cette tête-là en deux morceaux pour pouvoir facilement venir poser la pièce, puis après ça, mettre un couvercle par-dessus. C'est toutes sortes de choses. On pourrait parler des heures sur des designs de cylindres. Okay. Bris prématuré, causé par, on l'a vu, l'extrusion. On a vu l'usure. On a vu la contamination. Puis ça, je reviens là-dessus. C'est pas parce que vous avez acheté un baril d'huile neuve qui est nécessairement propre. Puis, c'est pas parce que votre atelier est nécessairement très propre qu'il ne s'est pas glissé quelque chose dedans. Ça prend juste une petite brindille de mâche-fer pour venir tout briser. Fait qu'il faut être très sérieux en vérifiant notre propreté. Puis aussi, c'est une question de quel type de joint vous allez mettre si vous pensez qu'il y a de la contamination. Vu l'incompatibilité des fluides, on revient sur notre bon vieux, ça n'a pas pris grand temps pour le faire gonfler. Assurons-nous qu'on a la bonne chose. La chaleur, ça, j'aime ça aussi. Ça, ce joint ici, qui est le même matériel que ça, c'est 5 joints de différents matériaux, tous des polyuréthanes, mais de différentes compositions, qui ont été mis un à côté de l'autre dans un four à 400 degrés F pour 24 heures, je pense. Puis ici, on regarde, là, on a la différence entre le joint qui n'a pas bougé puis un joint gratiné. Donc, puis c'est pas pour dire que le polyuréthane n'est pas bon, c'est qu'ils n'ont pas tous. Ma recette qu'on a dit, quand on a fait notre gâteau, ben, on a mis probablement des polymères qui étaient plus résistants à la chaleur que d'autres. La chaleur, on a le choix. Là. Puis ça ne veut pas dire que celui qui a fondu, que c'est un mauvais matériel. C'est un mauvais matériel pour la température à laquelle le test a été fait. Mais peut-être que celui-là, il est très, très bon au froid, tandis que celui de l'homo. Fait qu'il faut vérifier tout ça. Okay? La chaleur, c'est... J'aime pas le mot chaleur parce que les gens partent à la chaleur. Puis ils ne regardent pas l'autre bout. On aurait dû dire température. Mais chaleur, c'est quand même bon. Ça fait réfléchir. Puis l'autre chose, c'est une non-considération de tous les éléments importants. Tout ce qu'on a essayé de faire dans cette présentation, c'est de montrer qu'est-ce qui fait bouger des joints d'étanchéité. C'est-tu sa forme, c'est-tu son matériel, c'est-tu sa lèvre, c'est-tu sa grosseur, c'est-tu le métal dans lequel il va, c'est-tu le prix auquel je suis capable de l'acheter. C'est une grosse enveloppe. Puis, je sais que ça paraît un petit peu exagéré pour dire « Hey, tu vends des pièces, sont rondes puis ils sont noires, là, puis là, tu passes 2 heures pour m'expliquer ça. » Tu sais, je comprends que quand je m'achète une voiture neuve, je vais passer du temps. Mais
Pensez aux joints comme une voiture neuve. Il y a des choses que vous aimez, des choses que vous voulez absolument avoir, puis il y a des choses que vous voulez vous assurer de ne pas avoir. Je peux offrir pas mal les mêmes choses, il faut juste que je le sache. Fait que, quand on dit non-considération de tous les éléments importants, là, si vous dites faut qu'il c'est sa chaleur, mais vous oubliez de me dire que ça travaille en dedans du cercle arctique, là, on va peut-être avoir des problèmes. Il faut le dire. Fait que c'est ça, de la discussion, j'en ferai bien avec vous, mais je ne vous vois pas. Fait que vous faites de la discussion entre vous-même. Merci d'avoir pris ces quelques moments d'écoute. Puis j'espère que ça pourra être utile. Alors, bonne journée.